Journaliste, écrivaine et connue pour son engagement féministe. Après avoir, dans un premier temps, brisé le tabou des règles, cette fois, c'est le tabou des origines et du roman national, cher à certains politiques ou intellectuels, que vous faites voler en éclats. Élise Thiébaut, merci d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes sur TV5 Monde pour nous parler donc de votre dernier ouvrage, Nos ancêtres les Gauloises, paru aux éditions La Découverte. Alors, pour vous attaquer à ce concept d'identité nationale, vous avez choisi de vous mouiller, en fait. Vous avez remonté le propre fil de votre généalogie en procédant à un test ADN sur Internet. C'est soi-disant interdit, mais en fait, tout le monde peut le faire, contre quelques centaines d'euros. Et alors, en tant que Français né en France, est-ce que vous avez cette réponse? Vos ancêtres sont vraiment gauloises? En vérité, c'est très décevant. On a une idée que le test ADN, c'est comme avec la police, on va identifier de façon formelle et définitive un individu. Quand on fait des tests ADN dits d'ancestralité, on a des résultats extrêmement vagues. Ça ressemble beaucoup à l'astrologie, quand on vous dit, voilà, vous êtes ascendant, Verseau, Poisson, je ne sais quoi, et votre caractère est comme ci et comme ça. Donc, on vous donne à grands traits des origines... dans mon cas, par exemple, c'était 53% méditerranéen avec italo-celte et italo-sarde, quelque chose comme ça. Et puis 44% anglo-saxon. Mais en vérité, on n'a pas la moindre idée de ce à quoi ça correspond, ces termes-là. C'est un peu... Donc les gens, d'ailleurs, sont souvent... un peu déconcerté parce qu'alors ils commencent à dire ah bon alors italien, alors c'est pour ça que j'aime la pizza. On est dans des choses comme ça parce qu'en fait ça ne renvoie qu'à des stéréotypes et donc ces résultats en eux-mêmes ils nous apprennent pas grand-chose. Moi j'ai l'impression que la question que vous êtes posée c'était comme vous l'écrivez, puis-je me définir librement ou suis-je le produit d'un déterminisme contre lequel je ne peux rien? Vous avez la réponse à cette question ou pas? C'est une grande question philosophique que nous avons tous. Nous avons tous et toutes des origines et tous et toutes des familles. On se pose la question effectivement de notre libre arbitre. Et pour moi, c'était la question centrale. En quoi je suis otage du modèle que je représente, puisque je suis sur le papier, je coche à peu près toutes les cases de la française dite de souche. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment je peux accepter ça? Je peux accepter de me laisser définir par d'autres dans un monde où ce débat est de surcroît vraiment assez nauséabond plutôt que xénophobe. Donc j'ai cherché les espaces de liberté que m'offrait ce modèle. Et tous les modèles sont faux, personne n'y correspond. Et j'ai commencé effectivement à les gratter un peu derrière, à travers l'histoire de ma famille et en particulier l'histoire des femmes de ma famille. Alors pour revenir justement à l'origine de l'humanité, on a quand même quelques certitudes. On est tous nés africains. N'en déplaise à ceux qui se revendiquent français ou françaises de souche. Oui, il y a même des gens qui prétendent que les restes retrouvés en France, qui remonteraient à 300 ou 400 000 ans, seraient les témoignages des premiers Français, ce qui est risible. Effectivement, nous venons tous et toutes d'Afrique. J'ai été assez surprise de voir que les cheminements, en fait, sont terriblement complexes et multiples, que, par exemple, le fait qu'en Europe, nous soyons blancs et blanches de peau, eh bien, c'est finalement très récent. Ça remonte seulement à 6000 ans à peu près. Donc nos très lointains ancêtres, les pseudo-anciens français, eh bien, ils étaient très souvent basanés ou noirs de peau, par exemple. Ça fait partie des choses que l'ADN, parce que si les tests d'ancestralité ne nous disent pas grand-chose de précis sur qui nous sommes individuellement, ils ont beaucoup d'utilité pour comprendre scientifiquement comment l'espèce humaine s'est constituée, comment elle s'est formée, quelles ont été, comment elle a évolué et comment les grandes migrations se sont opérées pour faire que d'un petit groupe en Afrique, on arrive à 7,3 millions d'individus avec une diversité énorme et en même temps une unicité complète. Voilà, il n'y a qu'une race humaine. Et il y a aussi une mère universelle. Vous parlez d'Ève, Ève mitochondriale, pour reprendre la formule précise. Qui est-elle, cette Ève mitochondriale? Alors, il y a un certain nombre de recherches scientifiques qui montrent, mais c'est finalement statistique, que nous descendons tous et toutes d'une dizaine d'individus dont nous sommes toutes et tous des descendants.
Et donc, l'ève mitochondriale, elle peut varier. On va dire, il y a une dizaine de familles. Dans mon cas, la chose assez amusante était de me rendre compte que la branche à laquelle se rattachait ma famille à travers cette petite portion de mon ADN, eh bien, elle avait très probablement vécu il y a 10 000 ans, 12 000 ans, en Syrie. C'était en plein, quand j'ai fait ce test, c'était en plein au moment où il y avait ces identitaires qui avaient affrété des bateaux pour bloquer les migrants qui venaient en particulier de Syrie. Je me suis dit que c'était une ironie, alors évidemment dont je savoure en partie le plaisir, mais qui était un peu amer quand on considère la réalité du sort qui a été réservé à ces personnes auxquelles je suis donc apparentée. Alors, il y a aussi une lecture féministe de votre part de cette histoire de l'humanité. On remonte le temps avec vous, Élise Thiébaut, jusqu'au temps des cavernes. Vous évoquez d'ailleurs, ça m'a interpellée, cette écriture primitive retrouvée sur les parois de sites préhistoriques avec 32 signes, la croix, le serpent, le croissant de lune et un hashtag. Ironie du sort, c'est ce hashtag qui a permis au mouvement MeToo de libérer, comme on le dit aujourd'hui, la parole des femmes concernant le harcèlement sexuel. Alors oui, c'est une archéologue qui s'appelle Geneviève von Pensinger qui a identifié et établi ce ce vocabulaire qui reprend un certain nombre de signes. Alors moi j'étais effectivement très touchée. Alors ça renvoie au fait que moi je me suis beaucoup intéressée aussi à la question de la signalétique, de la façon dont on s'oriente et dont on se parle. Bon, quand on écrit aussi c'est très important. Et le fait que à l'évidence, les recherches archéologiques montrent que les femmes avaient un rôle extrêmement important dans ces sociétés très anciennes. Et elle n'était pas seulement tirée par les cheveux, vous l'expliquez, elle est condamnée à remplir le bol des guerriers qui allaient chasser. Ah non, loin de là, loin de là. Loin de là, on imagine toujours, en fait, on a longtemps imaginé que la préhistoire, elle était finalement semblable à la société patriarcale telle qu'elle existait au XIXe siècle, parce que ce sont des scientifiques hommes du XIXe siècle, habités par les préjugés de leur époque, qui se sont imaginés, en découvrant les restes, que les personnes dans l'ancien temps vivaient de la même manière qu'eux. Les études aujourd'hui, en particulier l'ADN, nous montrent que beaucoup de tombes qui avaient été attribuées à des hommes parce qu'elles montraient un prestige, qu'elles étaient entourées d'armes, de bijoux, de couronnes, etc., en fait, appartenaient à des femmes. Et c'est l'ADN qui nous l'a dit. Et pareil pour des périodes plus récentes, les fameuses tombes de grands chefs et de grandes chefs, en particulier parmi les Amazones, voilà, dans ces terres-là. Ça, la lignée des Amazones, vous y tenez. Vous aimeriez vraiment avoir cette preuve d'être une héritière de ces Amazones. Il y en a eu plein dans l'histoire. Il y a eu des Amazones et vous faites référence à une révolutionnaire, Théroigne de Méricourt, un sacré personnage, cette Théroigne de Méricourt, une Amazone en pleine Révolution française. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, le mythe des Amazones, il m'a intéressée particulièrement parce qu'en fait, c'est un mythe dont toutes les femmes qui ont cherché à se libérer des révolutionnaires, mais aussi des femmes légères, des courtisanes, se sont réclamées ou ont été identifiées aux Amazones, ces femmes libres dont on a cru longtemps qu'elles étaient un mythe seulement, et dont des études plus récentes nous montrent que des sociétés d'Amazones ont vraiment existé. Le cas de Théroigne de Méricourt m'a particulièrement intéressée parce que c'est la Révolution française. On se réclame souvent quand on parle de l'identité, de la République, de la nation, de ce siècle des Lumières qui mettait en valeur les femmes. Théroigne de Méricourt, elle a servi de modèle à Delacroix pour la liberté guidant le peuple. Or, son destin est une épouvante. Littéralement, qui m'a tiré des larmes quand je l'ai lu. Elle a commencé sa vie comme courtisane, ensuite elle s'est engagée dans la Révolution. On voit une représentation justement avec son costume de guerrière. Elle a fait partie des femmes qui ont demandé que les femmes soient armées, qui ont demandé que les femmes aient toute leur place dans la Révolution.
Elle a été sans doute à l'issue d'un complot molestée, battue en place publique par des femmes fouettées et dénudée, ce qui l'a traumatisée à jamais. C'était déjà quelqu'un qui, pour plein de raisons, et en particulier parce qu'elle avait un caractère très fort, avait des fragilités et elle est devenue... elle a fini dans un asile. Elle a fini dans un asile où elle a passé plus des 23 ans dans des conditions épouvantables. Et donc cette femme, Théroigne de Méricourt, qui est souvent présentée comme modèle, j'ai voulu me rappeler et rappeler à ceux qui liraient le livre à quel point son destin avait été cruel et à quel point nous ne devions pas renoncer en tant que femmes à la puissance des Amazones et ne pas se laisser écraser comme tant d'autres ont été écrasées. Et leur rendre justice. Élise Thiébaut, vous soulevez aussi un sujet qui se retrouve au cœur de l'actualité. Demain, l'Assemblée nationale commencera à étudier la nouvelle loi de bioéthique avec cette extension de la PMA à toutes les femmes, la procréation médicalement assistée. Alors là, on revient à la question de l'ADN, à la filiation, et puis qui est le père? Vous dites, il s'agit selon vous de la controverse basique du patriarcat. Qui est le père? Ah oui, on retrouve ça dès la Bible. Avec les premiers épisodes, c'est la Genèse, ce sont des listes d'hommes ayant donné naissance à des hommes qui ont donné naissance à des hommes. La généalogie, elle a été véritablement confisquée par les sociétés patriarcales et par l'idéologie patriarcale pour en exclure les femmes. C'est en partie ce que je racontais dans Ceci est mon sang. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nécessité de se réapproprier ces questions de généalogie. Moi, j'ai été surprise en me penchant sur la mienne, sur celle de ma famille, de voir que 2 de mes arrière-grand-mères, en fait, étaient ce qu'on appelait à l'époque des filles mères, des filles perdues, en l'occurrence même pour l'une des 2, très clairement une courtisane, qui avait donné naissance à des enfants bâtards, des enfants nés sans père. C'est une chose intéressante quand on parle effectivement de PMA parce qu'on s'imagine que toutes les familles étaient parfaitement classiques. Ça ne correspond pas à la réalité. Dans la réalité, il y a eu beaucoup de naissances dans des familles dont les pères avaient choisi de partir. Oui. On est dans le cœur de l'actualité avec cette nouvelle loi sur la bioéthique et donc la PMA qui sera étudiée à partir de demain à l'Assemblée nationale. Merci donc Élise Thiébaut pour ce voyage intime, historique et politique qui pose des questions et qui avance aussi des réponses. Le titre de votre dernier ouvrage dont vous êtes venu nous parler, c'est Nos ancêtres les Gauloises, une autobiographie de la France aux éditions La Découverte. Je rappelle aussi que vous avez été donc l'auteur de Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. C'était paru en 2017.